Bonne conférence à tous. Merci beaucoup pour cet accueil. Est-ce que le son, ça résonne? C'est pas grave. C'est mieux comme ça. C'est même un peu grave. Si je me mets là, comme ça va mieux. Il ne faut pas que je parle dedans comme ça. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Charlotte pour cette proposition de venir discuter ensemble de choses complexes qui sont non seulement un peu intemporelles, mais aussi très conjoncturelles, puisque évidemment vous êtes là et vous savez qu'en ce moment le sujet est particulièrement dans la marmite. Et donc c'est le moment aussi où reposer un certain nombre de questions, et donc c'est le propos de ce soir, c'est de s'interroger. Donc la soirée n'est pas orientée vers une affirmation d'un certain nombre de choses, mais plutôt sous la forme d'une interrogation. Donc on se donnera tout le temps nécessaire pour se poser ensemble des questions. Donc effectivement, moi j'ai une expérience du bénévolat en soins palliatifs, ce qui me permet de parler d'une pratique au départ, et puis je n'hésiterai pas à la convoquer pour illustrer un peu mon propos. J'ai également une pratique et une expérience en tant que sociologue, et c'est intéressant de mon point de vue parce que ça nous permet d'envisager la question de la fin de vie comme sous l'angle du phénomène de société. Il y a quelque chose qui nous interpelle au-delà des cas singuliers, et donc c'est aussi ça qu'on va essayer de discuter ensemble, c'est à quoi ça nous engage collectivement, et pas simplement à quoi ça cherche à répondre individuellement. Pourquoi intituler cette soirée « L'affaire de tous » ? Parce que historiquement déjà, le sujet de la fin de vie et de la mort a toujours été l'affaire de tous. Pendant des siècles, on mourait chez soi, entouré de ses proches, avec finalement un accompagnement de proximité qui n'était pas discuté. Il faut attendre une époque relativement récente pour que la médecine s'empare à ce point de la question de la fin de vie et qui nous laisserait penser qu'aujourd'hui ce serait le moyen naturel d'accompagner la fin de vie, oubliant que le moyen naturel c'est quand même chez soi, entouré de ses proches et dans une approche sociale et pas seulement médicale. Donc déjà, premier pas de côté pour se dire est-ce que la manière dont on pose la question aujourd'hui est ajustée, non pas simplement à l'époque, mais à la réalité de la fin de vie. Donc vous avez compris que mon propos va nous amener à nous engager, et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse avoir collectivement les idées claires et pas simplement adhérer à quelque chose qui serait décrété, soit par des professionnels, soit par des experts, soit par des politiques. Non, c'est véritablement un sujet que nous avons vocation à nous approprier. Alors quand même, rappeler quelques éléments d'histoire, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais resituer ça dans une perspective historique, parce que l'histoire ne se lit pas de manière linéaire. Il n'y a pas un passé, un présent, un avenir, l'histoire se lit de manière plutôt cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des étapes de l'histoire par lesquelles nous pouvons penser que nous repassons aujourd'hui. Vous voyez, comme en spirale. C'est-à-dire que le sujet de la mort, il a quand même été discuté par les générations qui nous ont précédés, et on n'est pas aujourd'hui dans une pointe de la modernité où on serait en train d'inventer des choses qui n'auraient jamais été imaginées ou jamais interrogées avant. Alors que dire rapidement, très rapidement, parce que c'est juste pour cadrer que dans les siècles passés, il y a déjà des points de réflexion qui peuvent nous informer, nous nourrir aujourd'hui. Eh bien, on va prendre appui sur les travaux très connus d'un historien qui est un des seuls qui s'est vraiment intéressé à la question de la mort, c'était Philippe Ariès, dans les années 75, et qui nous met en évidence une quadruple tension. Il nous dit que pendant longtemps, la mort était apprivoisée. Il prend appui sur le Moyen-Âge, où, faute d'avoir les moyens de la combattre de manière scientifique, puisque la science n'est pas au stade de développement qu'on connaît aujourd'hui, eh bien la mort devait être apprivoisée. Que dit-il en parlant de la mort apprivoisée? Ben, il nous dit que la mort, ça ne va pas de soi. Il ne faut pas entendre le mot apprivoiser comme si c'était quelque chose de familier et de simple. Même au Moyen-Âge, vous voyez, apprivoiser, c'est un vocabulaire qu'on utilise pour qualifier les bêtes sauvages, pas pour les animaux domestiques. Donc la mort ne fait pas partie de la maison en tant que telle. Ce qui est sauvage, c'est ce qui est hors de la cité. Ce qui est domestique, c'est ce qui est dans la maison. Donc la mort se vit dans la maison, mais elle conserve une puissance sauvage qui nous prend toujours de court. Comme un animal sauvage que vous apprivoisez, mais dont vous devez apprendre à vous méfier en toutes circonstances.
Et parce qu'il n'y avait pas les possibilités d'être soulagé qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, Philippe Ariès nous dit l'époque nous amenait à apprivoiser, c'est-à-dire à faire comme on pouvait, mais quand même à entrer en dialogue avec la mort, pas la rejeter abruptement, pas non plus la prendre complètement chez soi. Bref, une tension, une première tension. Elle fait partie de notre vie, mais on n'a pas envie qu'elle en fasse partie. Ce que Freud illustrera beaucoup plus tard en disant finalement que personne ne peut complètement se représenter sa mort, que la mort est irreprésentable d'un point de vue de l'inconscient. Mais un peu plus tard, l'histoire de la mort évolue et Philippe Ariès nous dit on rentre dans un cycle qu'il intitule la mort de soi. Qu'est-ce que je deviens quand je m'apprête à mourir? Que va devenir mon corps? Que va devenir mon âme? En fait, la mort ramenée à l'expérience de l'individu. Et notamment, c'est tout le temps où, au travers de l'Église, on s'interroge fortement autour de la question du jugement dernier, du salut de l'âme, et de la manière dont il fallait se mettre en bon ordre pour pouvoir avoir une chance de pouvoir entrer au paradis. Bref, la mort ramenée à celui qui va mourir. Mais dans un contexte où il n'était pas du tout envisageable de se donner la mort, comme ce sont des sujets qui sont aujourd'hui discutés. Et puis un peu plus tard, Philippe Ariès nous dit, l'histoire, c'est qu'on travaille la manière dont la mort a été représentée dans les générations qui précèdent, et on en vient à une époque qu'il intitule la mort de toi. C'est-à-dire, quand toi tu meurs, qu'est-ce que moi je deviens? Et là, le curseur se déplace du côté de ceux qui restent. Et c'est le moment où, notamment, Catherine de Médicis décide, elle n'est pas tout à fait la première, mais comme elle est reine de France, elle marque un mouvement, décide que le deuil se portera en noir, alors que préalablement, il se portait plutôt en blanc, attirant l'attention sur le chagrin de ceux qui restent, le noir comme étant la couleur du chagrin et la couleur de la perte. Donc précédemment, on avait plutôt tendance à mettre du blanc autour de la mort, parce que c'était une manière d'attester qu'il y a une vie après la mort qui est bien heureuse, c'était celle du paradis. Mais Catherine de Médicis, qui a perdu non seulement son mari, mais 8 de ses 10 enfants, portera le deuil en noir pour dire c'est moi qui souffre quand mon mari, quand mes enfants meurent. Alors ça c'est intéressant parce que la mort de toi met l'accent, quand on l'accumule avec la mort de soi, elle met l'accent sur le fait que quand on meurt pas seul. C'est un système qui est engagé dans la mort de quelqu'un. Et donc nous avons la responsabilité de prendre en considération l'ensemble des parties prenantes, dirait-on des personnes affectées par la mort de quelqu'un. Et puis Philippe Ariès nous fait un quatrième point en nous disant à partir du 19e siècle, avec le développement de la médecine, la mort devient interdite. Interdite. C'est-à-dire qu'il n'est plus permis de mourir, puisque la médecine nous promet qu'elle pourrait nous guérir. Mais le mot interdit a un double sens, puisque quand on est interdit, c'est aussi qu'on reste sans voix, on ne sait pas quoi dire. Et donc la mort, de ce point de vue-là, sort aussi du langage. La science nous promettant qu'on va pouvoir en être à terme délivré, eh bien, nous n'avons plus l'obligation de nommer les choses de la mort. Et ça va traverser aussi le XXe siècle, jusqu'au moment où une médecine qui se croit triomphante produit dans les années 70-80, il y a eu la transplantation cardiaque avec le professeur Barnard, il y a des chimiothérapies qui se développent fortement, et on se rend compte que cette lutte acharnée contre la mort qui est portée par le corps médical peut produire un lot de souffrances intolérables, des effets collatéraux, dirait-on. Et ça, c'est le moment de naissance des soins palliatifs, parce qu'il y a cette affirmation dans les années 70, qui avait déjà été portée par le professeur Léon Schwarzenberg, qui avait écrit un livre qui a fait date, qui s'appelait « Changer la mort », où le médecin démuni devant l'incapacité de soulager la souffrance peut être tenté, faute d'avoir les thérapeutiques, les antalgiques que l'on connaît aujourd'hui, peut être tenté de mettre fin à sa vie parce que c'est insoutenable et pour le patient et pour le médecin. Donc ça, c'est le tournant des années 70 qui voit d'ailleurs naître le mouvement de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui aujourd'hui est l'association la plus investie dans la défense du droit à l'aide à mourir. Mais c'est le moment aussi où naissent les soins palliatifs dans les années 70-80 en France, en disant non, on est d'accord sur le constat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'acharner, non à l'acharnement thérapeutique, mais on diverge sur la réponse. Les uns disent quand les gens souffrent trop, il faudrait les aider à mourir, et les autres disant quand les gens souffrent trop, il faudrait se donner tous les moyens possibles pour leur permettre de moins souffrir.
Et ça, c'est la voie des soins palliatifs qui, par chance, enfin, parce qu'elle a montré son efficacité et sa pertinence, sera celle qui sera officialisée dans la politique de santé publique en France. Voilà, petit raccourci pour nous dire qu'en fait, déjà, quand on fait un petit parcours historique, on se rend compte que le sujet est complexe, il implique un patient avec des choses ambivalentes dans un système culturel, il implique ses proches, il implique des professionnels qui sont mandatés pour nous aider à vivre, et qu'aujourd'hui on voudrait même mandater pour nous aider à mourir. Bref, on comprend assez vite qu'on est dans une situation qui pourrait être un peu vertigineuse, et donc finalement les parents pauvres ont été pendant longtemps les patients et leurs proches. Et on sent qu'il y a une revendication sociale aujourd'hui qui doit être entendue et qui s'entend parfaitement même, de gens qui disent « mais c'est quand même ma vie, donc je voudrais pouvoir décider de ce que je fais, de ce que je vis ». Et là, on est dans un autre mouvement qui est un mouvement sociologique pour le coup, où dans les années 1890 en France, Émile Durkheim fonde la discipline de la sociologie, et un des premiers sujets sur lesquels il s'attache, c'est la question du suicide. Et Émile Durkheim, qui interroge qu'est-ce qui fait qu'une société est une société, quels sont les fils qui se tissent entre les individus, eh bien, il interroge la question du suicide par rapport à la question de la solidarité, qui est la maille structurelle d'une société. Et il dit quelle est la société dans laquelle les gens ne trouveraient plus de bonnes raisons de vivre au point de préférer le suicide. Est-ce que ça n'est pas une faillite de la société, une faillite à avoir réussi à intégrer et à prendre en compte tout le monde? Deuxième élément sur lequel Émile Durkheim travaille, c'est l'individualisme. Il dit on sort de siècles où la vie individuelle était subordonnée à la norme du groupe, hein, les croyances, le milieu social, et petit à petit, eh bien, l'individu va pouvoir affirmer des choix très personnels en termes de choix de métier, en termes de choix de lieu de vie, en termes de religion, en termes de sexualité. Il va pouvoir s'affranchir, s'émanciper du groupe. Et donc Émile Durkheim interroge aussi qu'est-ce que c'est qu'une société dans laquelle c'est la volonté individuelle qui primerait sur le collectif. Et là encore, nouvelle tension. Il ne s'agit pas d'imaginer une société des individus, comme dira plus tard le sociologue Norbert Elias, mais d'imaginer une société dans laquelle on trouve le point d'équilibre entre le respect des attentes légitimes des individus et le respect de la nécessité d'avoir des règles communes pour ne pas partir dans une forme d'éclatement sociologique ou social. Et de ce point de vue-là, le sujet de la fin de vie cristallise énormément de réflexions. Donc vous voyez, on n'est pas réunis ce soir uniquement pour se poser la question de la loi, est-ce qu'elle est ajustée, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, et ainsi de suite. On va en parler parce qu'on est au cœur de l'actualité. Mais on est réunis pour comprendre que le sujet de la mort et donc derrière le sujet de la souffrance sont en fait des sujets qui interrogent le monde dans lequel nous voulons vivre, pas simplement individuellement, mais aussi collectivement. Qu'est-ce que nous avons en partage? Et l'histoire est faite de balanciers. Un coup, on met le balancier plutôt du côté du groupe, et qui impose sa norme aux individus, et tantôt plutôt de l'individu qui vient questionner la légitimité du groupe à imposer sa norme. Voilà. C'est là qu'on est aujourd'hui. Et donc ce sujet de la fin de vie déborde largement le sujet de la fin de vie. J'espère que vous en êtes maintenant plutôt convaincus. Parce que derrière, ça pose la question de quel regard nous portons sur l'expérience humaine. C'est quoi être un être humain aujourd'hui? C'est quoi être un être humain confronté à des choses qui résistent? La souffrance, la maladie, le fait qu'il y a l'autre qui ne fait pas forcément, qui n'obéit pas forcément à mon désir. Voyez. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à se construire en tant qu'être humain quand on est dans un système qui résiste, alors même que nous sommes dans une société 70 ans, une société de l'abondance, particulièrement nous en Occident, où on a à foison tout ce qu'on voudrait, en termes de biens matériels, en termes de connaissances, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Bref, on a construit une société où nous n'avons quasiment manqué de pas grand-chose. Je parle collectivement, je ne parle pas de certains individus, vous l'avez compris. Et en même temps, nous rentrons dans un moment historique où nous allons devoir réapprendre à manquer de certaines choses. Donc là encore, une autre tension qui va pouvoir se synthétiser dans la question de la fin de vie, parce que entendez bien que le sujet de la fin de vie n'est pas un sujet de fin de vie, n'est pas un sujet de mort, c'est un sujet de vie. C'est un sujet qui interroge quelle est la valeur d'une vie.
quelle est la valeur de ma vie, quelle est la valeur de la vie des gens que j'aime, la mort de soi et la mort de toi. D'accord? Alors, voilà où nous en sommes, et comme nous sommes réunis ce soir, c'est sans doute pour réfléchir, parce que c'est une question qui nous impacter, mais qui nous engage aussi, qui nous convoque en tant que citoyens. Nous avons l'obligation de penser cette question, et pas simplement de rester sur comment je dirais ça, des messages qui seraient un peu dogmatiques, un peu artificiels, un peu idéologues. C'est le monde. Autour de ce sujet se dessinent des éléments du monde dans lequel nous allons vivre pendant quelques décennies. Alors aujourd'hui, particulièrement, on a tendance à enfermer les soins palliatifs dans la toute fin de vie. Et c'est vrai que d'un point de vue bureaucratique, technocratique, les soins palliatifs ont été ramenés à la toute fin de vie, ne serait-ce que parce que la durée moyenne de séjour des patients qui entrent en soins palliatifs, c'est-à-dire qui ont été codés dans un dossier médical comme tel, est de l'ordre de 10 à 15 jours. Voilà. Donc on a ramené les soins palliatifs à la toute fin de vie, aux dernières extrémités, comme on disait à une époque. Alors même que, par leur définition, que vous devez connaître, et que je vais vous donner, les soins palliatifs débordent largement le champ de la toute fin de vie. La loi qui va changer, mais la nouvelle définition qui est proposée dans le nouveau projet de loi ne modifie pas considérablement les fondamentaux de la définition qui est actuellement en vigueur. La loi définit les soins palliatifs comme des soins actifs et continus, pas des soins passifs, pas des soins ponctuels, des soins actifs et continus, pratiqués à domicile ou en institution par une équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il y a du monde. Ça veut dire qu'on peut le faire chez soi. Et ensuite, les soins palliatifs sont définis comme visant à soulager les douleurs physiques, à apaiser les souffrances psychiques, à soutenir l'entourage et à préserver la dignité des patients. Et la loi de 99, le 9 juin 1999, dit « Toute personne malade dont l'état le requiert a droit d'accéder aux soins palliatifs et à un accompagnement. » Est-ce que vous m'avez entendu parler de fin de vie? Toute personne malade dont l'état le requiert. Ça veut dire que nous avons, pour des raisons culturelles, peut-être psychologiques, enfermé les soins palliatifs dans la fin de vie pour dire qu'il y a au moins des gens qui sont en plus un peu héroïsés parfois en disant « Ah, ils sont merveilleux parce qu'ils osent aller là où personne d'autre n'ose aller. » Et ça serait l'antichambre de la mort, l'endroit presque insoutenable, alors que les soins palliatifs ont vocation à se mettre en place dès l'annonce de la maladie grave, quand les gens ont encore toutes les chances de guérison. Et les études internationales montrent, de manière tout à fait indiscutable, que plus vous mettez en place des soins palliatifs tôt, plus vous augmentez la qualité de vie, puisqu'ils visent à soulager les souffrances, les douleurs, l'inconfort, plus, si vous augmentez la qualité de vie, vous augmentez la quantité de vie, parce qu'on vit plus longtemps quand on se porte bien, ou quand on est soulagé, et plus vous augmentez les chances de guérison. Parce que si vous êtes en état d'avoir vos souffrances atténuées, votre corps a plus de chances de se battre contre la maladie. Et aujourd'hui, on voudrait dire que les soins palliatifs, c'est ceux qu'on met en place quand les gens sont devenus incurables. Et les travaux d'Eduardo Bruguera à l'Université de Texas montrent clairement que les soins palliatifs devraient être précoces. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que notre société accepte de regarder le sujet de la souffrance et le sujet de la mort de manière un peu anticipée et pas de le regarder au tout dernier moment. Donc ça veut dire que derrière le sujet qu'on travaille là ce soir, il y a aussi un sujet éducatif. Comment explique-t-on encore aujourd'hui dans nos sociétés qu'on ne parle pas de sujet de famille, on ne parle pas de sujet de mort aux enfants qui sont pourtant concernés. Le CIRP a établi, le CIRP c'est un groupe de mutuelles, a établi que dans chaque classe en moyenne, en France, il y a 1 à 2 orphelins de père ou de mère qui se trouvent en difficulté quand il faut remplir la fiche en début d'année en disant profession du père, profession de la mère, nom du père, nom de la mère. Tout ça est passé sous silence. Que l'école est un lieu où la violence s'est invitée de plus en plus, avec des agressions, mais aussi avec des professeurs qui meurent, avec des parents d'élèves qui meurent, et donc l'école n'est pas épargnée par le sujet de la mort. Que nous avons construit depuis des générations une espèce d'idée que le jour des obsèques, il faudrait
protéger nos chères têtes blondes de cet événement qui pourrait les faire pleurer, et donc parfois on leur cache la vérité. J'avais fait un entretien avec une femme, là, il n'y a pas très longtemps, qui avait presque 70 ans, et je lui demandais de me partager un peu quelques deuils qu'elle avait connus dans sa vie. Elle avait perdu son mari, ses parents, et un frère, elle a été éprouvée, cette dame, et puis un enfant. Et je m'attendais à ce qu'elle choisisse de parler de la perte de cet enfant comme étant le deuil qui lui avait fait le plus mal, parce que c'est un peu comme ça qu'on est aussi conditionné à penser qu'il y a des hiérarchies dans le deuil, que c'est plus grave de perdre un enfant que de perdre un parent. C'est contredit. Hein. C'est pas ni plus grave ni moins grave, c'est grave. C'est toujours grave, ça dépend comment les gens vont le vivre. Mais sauf qu'elles font en là, et elle me dit, en fait, le deuil dont je voudrais vous parler, c'est pas celui-là, c'est celui d'une amie d'enfance. Quand j'avais 10 ans, du jour au lendemain, on m'a dit que ma meilleure amie avait déménagé. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi elle ne m'avait pas dit au revoir. J'ai été privé de ma meilleure amie, je m'en suis jamais remise, et j'ai appris 20 ans plus tard qu'en fait, elle était morte dans un accident et qu'on ne me l'avait jamais dit. Donc, vous voyez que derrière, le refus de regarder la question de la mort, même dans le plus jeune âge, peut avoir des conséquences qui se traduisent tout au long de la vie de manière extrêmement douloureuse, parfois inconsciente. Donc, le sujet de la mort n'est pas un sujet qui devrait nous faire horreur et nous glacer le sang, mais au contraire, qui devrait nous aider à nous positionner mieux dans la vie. Il a été fait référence au fait que j'ai écrit un livre qui s'intitule « Vivant jusqu'à la mort ». Alors quand on m'a proposé ce titre, parce que moi j'avais proposé à mon éditeur un titre beaucoup plus intellectuel, semble-t-il, et il m'a dit « on ne comprend rien, donc laisse tomber, on va l'appeler ton livre « Vivant jusqu'à la mort », et je lui dis « mais non, c'est complètement tarte comme titre, Vivant jusqu'à la mort ». Oui, ok, si c'est pour dire ça, on n'a rien dit, parce que c'est tellement évident. Donc la palissade, ça me titille, quoi. Et il me dit, relis bien ton contrat parce que c'est moi qui choisis le titre. On est en bon terme, mais quand même. Et j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Parce qu'en fait, ce que dit ce titre, il dit qu'on peut être mort avant d'être mort. On peut être mort socialement, on peut être mort psychologiquement, on peut être mort spirituellement, on peut être mort avant d'être mort. Parce qu'on n'a pas les conditions de vie qui nous permettent de nous sentir pleinement vivants. Il y a une partie de nous qui n'est pas animée, qui n'est pas vivifiée. A contrario, il dit qu'on peut s'efforcer d'être vivant avant de mourir. Comme le disait Coluche, si j'ai le choix, je préférerais mourir de mon vivant. C'est tout est dit. C'est-à-dire, est-ce que nous avons une société qui se préoccupe de la mort pour la traiter le plus tardivement possible et puis l'évacuer de manière un peu scientifique, technique, bureaucratique, que sais-je, ou est-ce que nous avons une société qui donne tous les efforts pour permettre aux gens d'avoir la meilleure qualité de vie possible, le plus longtemps possible? Est-ce que nous avons envie de faire advenir un monde dans lequel nos vies seraient désirables le plus tard possible, le plus longtemps possible? Parce que nous aurions créé des conditions, à la fois médicales, mais aussi sociales, des conditions psychologiques, peut-être des conditions d'entraide, pour que nous ayons encore de bonnes raisons de vouloir vivre. Voilà, vous sentez que le sujet est actuel, et ce sujet est d'autant plus actuel que nous avons des mouvements démographiques, notamment le vieillissement de la population, hein, vous êtes parfaitement conscient comme moi, et donc la multiplication des maladies chroniques, de plus en plus de maladies chroniques qui viennent handicaper, pénaliser la vie au quotidien, et donc il nous faut apprendre à vivre non pas dans une société de l'abondance, mais dans une société où nous allons perdre, et y compris, ça fait partie de l'expérience vivante, perdre quelque chose. Voilà. Alors aujourd'hui, la perte, c'est abominable. Quand vous dites à quelqu'un tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent, vous voyez, on a une aversion, une répulsion à l'idée de la perte, parce qu'on a été introduit dans l'idée que nous sommes dans une société d'abondance, avec une croissance infinie, et qu'il n'y a plus rien à perdre. Ben oui, mais l'expérience de la vie, ça passe par des pertes. La perte de la santé, la perte de ses proches, et puis la perte de la vie. Alors, sauf à évoquer l'hypothèse transhumaniste où on pourrait devenir immortel, mais ça va être technologique et réservé à quelques happy few, ou quelques années, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais voilà, nous avons là un sujet éducatif aussi, culturel, de réapprivoiser, pas simplement la mort, mais la perte, comme faisant partie du cycle de la vie. Donc, comment faire en sorte que, si je reste sur le titre de mon livre, Vivant jusqu'à la mort, que nous puissions nous servir de la pression de la mort pour nous donner envie de vivre.
Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que, ayant conscience que nous sommes mortels, étant confrontés parfois à la souffrance, parfois à la maladie, parfois à des diagnostics d'incurabilité, eh bien ça nous stimule notre envie de vivre plutôt que notre envie de mourir. Dit autrement, le psychanalyste Michel de Musan disait en 1976 « Le moment de la fin de vie, c'est le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. » Le moment de la fin de vie, c'est le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Mais même dans les dernières minutes, même dans les derniers jours, même dans les dernières semaines, vivant jusqu'à la mort, ça veut dire faisons l'effort de nous enfanter, de nous mettre au monde, de devenir pleinement vivants avant de disparaître. Et non pas, mais puisque vous êtes voué à la mort, autant l'anticiper, autant mourir maintenant, puisque de toute façon vous mourrez plus tard et que ça sera peut-être pire après. Donc c'est ce sujet-là que j'ai vraiment envie de discuter avec vous ce soir. Nous avons l'obligation de nous interroger philosophiquement, spirituellement, socialement, psychologiquement, dans notre propre rapport à la mort, non pas en mettant en avant d'abord la terreur qu'on pourrait en avoir, qui serait en grande partie aussi conditionnée par une forme de culture, mais représentons-nous le moment, pas simplement le moment de la mort, mais tout ce qui précède, c'est-à-dire les pertes de nos vies, comme étant des choses qui viennent questionner où nous plaçons nos priorités de vie. Beaucoup de gens qui sont en fin de vie relativisent. Dans le bénévolat que j'ai fait pendant 15 ans, j'ai eu énormément de gens qui me disaient avant j'attachais beaucoup d'importance à avoir une belle carrière professionnelle, ou à avoir une belle collection de voitures, ou à pouvoir offrir à mes enfants une maison, à transmettre un patrimoine. Bref, j'étais dans des choses qui sont plus orientées vers la survie. Comment garantir une survie possible à mes proches, à moi-même. C'est normal, l'être humain ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, par Alexandre le Bienheureux, pour ceux qui ont la référence, et c'est parmi les plus anciens d'entre nous ici, mais vous voyez, on a besoin de se protéger quand même. Mais ça, c'est pas vivre. Ça, c'est survivre. Vivre, c'est autre chose. C'est rentrer pleinement dans ce qui fait que je me sens vivant. C'est-à-dire, je me sens animé, je me sens porté par une énergie. Je me sens créateur, je me sens aimant. Voilà, ça, c'est vivre. Et pas simplement, j'ai fait mon travail de précaution. Donc, il faut pouvoir faire les deux. Et cette capacité à se sentir vivant, elle s'enracine au moment où on pourrait perdre la vie. Parce que c'est là où on sent qu'on va perdre quelque chose. C'est là où on va tenter une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Voilà ce que veut dire Michel de Musan. Donc aujourd'hui, maladie chronique, vieillissement de la population, le handicap, mais il faut aussi mettre derrière les sujets de santé mentale. Le ministère du Travail nous informe que depuis le Covid, il y a 37% de situations de santé mentale en plus, à tel point que le gouvernement a mis ça à l'ordre du jour comme étant une grande cause nationale. Et donc on voit que nous vivons dans un monde anxiogène, à plein de niveaux, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau écologique, au niveau économique, enfin voilà. Et ce monde anxiogène, on pourrait dire, il est terrible, il est tétanisant. Et en fait, peut-être que ce monde anxiogène, nous pouvons nous en servir comme repoussoir pour aller investiguer ce qui fait que nous nous sentons pleinement vivants, et pas seulement survivants. Il y a en nous ce désir, le désir psychanalytique, ce désir spirituel, on pourrait le dire aussi, voilà, quelque chose qui préfère quand même vivre que mourir. Alors on peut s'étonner pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une telle fascination pour la mort, affirmée comme c'est mon droit, c'est ma vie, c'est mon corps, je peux en faire ce que je veux, sinon que parce que derrière nous avons collectivement sans doute failli à donner aux gens les plus belles raisons de vivre. On a donné des bonnes raisons de survivre, mais est-ce qu'on a su transmettre des bonnes raisons de vivre? On reviendra là-dessus parce que c'est un point important et puis je pense que ça pourra nourrir les échanges. Donc la contrainte est ce qui vient nous convoquer à l'approfondissement de ce qui nous rend vivants. Dit autrement, si nous étions immortels ou si nous avions un monde sans limite, eh bien nous ne serions pas venus ici ce soir. On serait venu dans 100 ans, dans 1000 ans, que sais-je. C'est bien parce que le temps nous est compté qu'on est venu en disant ben, si j'ai envie de le faire maintenant parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire plus tard. Puis c'est le bon moment. Donc ça, c'est aussi une manière dont la mort nous aide à vivre.
Et il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin que Montaigne ou même Pascal pour aller retrouver ces fondamentaux de l'existence humaine. Héros et Thanatos. Hein. L'héros est lié au Thanatos dans la mythologie grecque, évidemment. Alors le sujet ne concerne pas que la toute fin de vie, je l'ai dit, il concerne le moment où l'être humain commence à perdre la santé par la maladie, peut-être aussi perdre son statut social parce que ça fait longtemps qu'il est mis à l'écart au banc de la société. Donc du coup, quelle est sa valeur, quel est le sentiment de vie? Pourquoi je convoque cette figure-là de l'exclu, du SDF ou autre? C'est parce que désormais au Canada, il y a des SDF qui ont pu se faire prescrire une euthanasie parce qu'ils ne supportaient plus de vivre à la rue. Voilà, ça c'est des choses, on parlera de ce qui se passe dans d'autres pays, mais une fois qu'on a entrouvert une porte, eh bien on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui vont dire « mais moi aussi je souffre ». Il n'y a pas que les gens qui sont atteints d'un cancer ou les gens qui sont atteints d'une sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, qui souffrent. Il y a plein de gens qui souffrent. Et pourquoi est-ce qu'on ferait une hiérarchie entre ceux qui souffrent d'un cancer et qu'on exclurait du droit à mourir ceux qui souffrent socialement ou ceux qui souffrent psychiatriquement, et ainsi de suite. Hein, on ne peut pas faire de hiérarchie dans la souffrance. Donc attention, parce que quand on commence à dire ben, certains y ont droit, très vite d'autres disent moi aussi je revendique le même droit au nom de l'égalité. On a le sujet derrière le deuil, je vous ai parlé de Catherine de Médicis, mais quand une personne meurt, les autres sont affectés. On estime dans les enquêtes que pour une personne qui meurt, il y a 4 à 7 personnes qui souffrent du deuil. Quelle place fait-on aujourd'hui aux personnes qui souffrent du deuil? Quasiment aucune. Il n'y a plus la visibilité, je ne dis pas qu'il faudrait ressortir du placard nos crêpes et nos brassards, mais le deuil est une réalité sociologique qui est totalement sous-estimée. Si pour 600 000 décès annuels, 660 000 décès annuels, il y a 4 à 7 personnes qui souffrent du deuil pendant des années, parce que ce n'est pas une question de semaines, une question de mois, ça veut dire que tous les ans, il y a environ 3 à 4 millions de personnes qui souffrent du deuil. Et nous n'avons sur ce sujet-là aucune politique de santé publique. Le ministère de la Santé ne s'intéresse en aucune manière au deuil. 0 enquête sur le deuil sur le site de l'adresse, qui est le site statistique et de la recherche du ministère de la Santé. Voilà un sujet de mort qui est complètement passé sous silence. Alors on focalise tout sur la fin de vie et sur l'euthanasie, et on oublie un autre sujet de mort qui est massif, qui est celui du deuil. Puis c'est pas une maladie d'être en deuil. Ça arrive à tout le monde. Ça arrivera. Sauf si on a la chance ou la malchance de mourir avant ce qu'on aime. Donc voilà des différents sujets. Le sujet des aidants aussi, qui vient être questionné dans le sujet de la fin de vie. La fin de vie, c'est pas juste ma fin de vie, c'est comment est-ce que des gens vont m'aider? Qu'est-ce qu'ils vont devoir porter? Alors on a des politiques pour soutenir les aidants. Et il y a quelque chose de paradoxal, c'est qu'en aidant les aidants, en les soutenant, leur permettant d'avoir des congés, des rémunérations de substitution, des choses comme ça, on dit, on reconnaît la valeur de votre soutien. Et dans le même temps, on va dire, ouais, il y a des gens, ils n'ont plus envie de vivre, donc il faudrait les aider à mourir, mais on ne va pas questionner l'aidant. Qu'est-ce que ça lui fait quand son mari demande à mourir? J'ai une de mes amies très chères qui était juive et qui avait traversé l'Holocauste avec son mari, et un jour, lui, perd complètement la vue et décide qu'il ne supporte pas de vivre en ayant perdu la vue. Et il choisit d'aller en Suisse pour recevoir une injection létale. Et il n'a pas laissé le choix à son ami, à sa femme, pardon. Il n'a pas laissé le choix. Il lui a dit « J'exige que tu sois avec moi ». Et au nom de l'amour qu'elle lui portait, elle l'a accompagné à contre-cœur. Et il a reçu une injection létale, elle est rentrée, l'histoire est encore plus grotesque et tragique parce que l'urne a tardé à être rapatriée par courrier. Et le postier n'a jamais osé délivrer l'urne à l'adresse parce qu'il avait compris que c'était une urne funéraire et donc l'urne est restée pendant 3 semaines dans un centre de tri postal. Vous voyez, on est dans des espèces de choses complètement absurdes. Sauf qu'elle, ayant été impliquée dans la commission du suicide assisté de son mari, a porté une culpabilité pendant très longtemps derrière. Et le système ne s'occupe absolument pas d'elle dans cette circonstance-là. Donc là encore, la mort de toi et la mort de soi. Pensons large. De la même manière, on dit aux aidants, ben voilà, on vous soutient parce que vous êtes accablés, et le jour où la personne qu'on soutient décède, alors on dit à l'aidant, ah ben tu dois être libéré, pensez à quelqu'un qui s'occupe
de sa maman Alzheimer, ah ben, tu dois être libéré, ça y est, enfin, tu as vécu un long calvaire, voilà, te voilà libéré, mais pas du tout. L'aidant a tellement investi sa fonction d'aidant qu'on oublie complètement que cet aidant maintenant est un aidant en deuil, qui rencontre une autre forme de souffrance. Donc notre curseur aujourd'hui, c'est de dire que la question de la mort est focalisée sur celui qui va mourir et on oublie tout ce qui est autour. Et on oublie les souffrances que le souhait de l'un ou de l'autre, ou la manière dont l'un ou l'autre va vivre sa fin de vie, on oublie les conséquences en termes de santé, physique, mentale, sociale sur les proches. Voilà pourquoi il nous faut réfléchir à ce sujet de manière extensive et pas sous le prisme simplement du droit à mourir, qui va concerner une personne isolée. On peut aussi intégrer dans cette réflexion des éléments de complexité. J'espère qu'à la fin de cette soirée, vous serez totalement déboussolés et vous serez, si vous ressortez de cette soirée en vous disant « Waouh, c'est plus complexe que ce que je pensais », alors on aura progressé. Voilà, on aura vraiment progressé. Donc mon rôle ce soir, c'est de vous rendre le sujet complexe, intelligible, mais complexe. Ça veut dire que il n'y a pas une solution simple. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver en me disant c'est ça qu'il faut faire parce qu'on sait exactement, on a compris le problème. Non, il va falloir qu'on se mette ensemble pour digérer cette question et inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Quand Emmanuel Macron, il y a plusieurs mois, a dit « Je voudrais qu'on invente un modèle français solidaire de la fin de vie », on s'était dit les Français ils sont tellement intelligents au niveau mondial qu'ils vont forcément trouver le truc que personne d'autre n'a imaginé. On est tellement fiers de nous finalement. Et donc on a commencé à réfléchir un peu, qu'est-ce qui pourrait être nouveau, quelle serait l'approche de la fin de vie qui pourrait être modélisante peut-être pour d'autres. Et en fait, ce qu'a fait le président de la République, c'est qu'il a pris des briques de ce qui se passait ailleurs et il en a fait un puzzle un tout petit peu différent, mais il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui est aujourd'hui dans le projet de loi, c'est inspiré de ce qui se fait ailleurs. En pensant que le fait de prendre ces éléments va produire quelque chose de positif et en escamotant complètement les effets négatifs qui sont totalement passés sous silence. Donc le sujet, c'est, je crois que nous sommes capables collectivement d'inventer une approche qui n'existe pas encore. Parce que c'est l'histoire de l'humanité, on a cessé de croire qu'on avait épuisé les sujets et de découvrir qu'en fait les sujets sont toujours plus vastes que nous, que notre intelligence. Donc Jean Leonetti, qui avec le temps est devenu un ami, écrit quelque chose de très intéressant dans un livre qui est publié en 2008 qui s'appelle « À la lumière du crépuscule ». Donc Jean Leonetti, c'est l'auteur de la loi de 2005 et le co-auteur de la loi de 2016 sur la fin de vie. Il raconte comment dans sa mission parlementaire en 2004, ils ont travaillé. Il dit, on a mis autour de la table tout un tas de gens qui avaient des convictions très fortes. Et au début, nous sommes opposés sur nos convictions. Et chacun essayait de convaincre l'autre, comme c'est l'histoire du monde. Et à force le sujet étant tellement intimidant, parce qu'il fallait avoir une forme de révérence devant ce sujet, il faut lui reconnaître que ce n'est pas un sujet technique, que ce n'est pas un sujet orthopédique, que ce n'est pas un sujet de garagiste, c'est un sujet anthropologique. Le sujet est tellement intimidant, dit-il, que les parlementaires de bonne foi qui étaient rassemblés dans cette commission ont laissé de côté leurs convictions et il dit nous nous opposions sur nos convictions et nous nous sommes rassemblés sur nos doutes. Donc même si vous arrivez ce soir avec des convictions, j'espère que vous repartirez avec des doutes et loin de fragiliser votre position, ça peut la rendre plus féconde. Alors il faudrait que tout le monde dans l'espace public soit d'accord pour partager ses doutes, ce qui est loin d'être le cas. Et si nous voulons sortir par le haut, il ne faut pas sortir en ayant un vainqueur et un vaincu, il faut sortir en ayant trouvé quelque chose qui nous transcende collectivement. Donc il y a des sujets éthiques, notamment, qui peuvent nous transcender. Aujourd'hui, on a tendance à réduire la fin de vie à un acte médical, et on oublie ce qu'est le soin. On pense que c'est une technique de traiter le sujet de la fin de vie, la technique des soins palliatifs, la technique de l'euthanasie. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, et puis surtout au XXe siècle, on a confié au corps médical, pardon Stéphane, mais on a confié, je sais que tu seras d'accord avec moi en plus, on a confié au corps médical la responsabilité de prendre soin de nous. Et on a oublié que le soin est quelque chose qui déborde carrément le cadre médical. Que le soin, c'est de la sollicitude, c'est de l'attention à l'autre. Ça comporte tous les aspects
que d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé définit en 1946 dans sa définition de la santé, vous devez connaître cette définition, vous devez la connaître. La santé n'est pas l'absence de maladie, la santé n'est pas l'absence d'infirmité, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, dit l'OMS en 1946. Un état de complet bien-être physique, mental et social. Je ne doute pas un instant que vous êtes exactement dans cet état-là en ce moment, dans un état de complet bien-être. Vous voyez que c'est en fait quelque chose d'inaccessible, la santé. C'est fugitif. Il nous arrive d'être en santé, on dirait presque en bonne santé, parce qu'à certains moments de notre vie, nous faisons des moments qui nous ont l'impression que le monde est beau, que la vie est belle, qu'on est amoureux, qu'on écoute une cantate de Bach, qu'on regarde un paysage qui nous enchante. Mais la vie est faite de moments qui se détériorent juste après, et finalement, nous sommes toujours en sursis de santé. Nous ne sommes pas toujours malades, mais nous ne sommes jamais en santé. Bref, on est toujours en tension. C'est ça qu'il faut aussi être capable de reconnaître, et le soin, c'est ça. Le soin, c'est toute l'attention qui va venir se poser sur cette tension. Voilà. C'est les gens, c'est les regards, c'est les attentions, c'est la vie intérieure, ça peut être aussi bien le sport, la bonne nourriture. Voilà, tout ça, ça participe, c'est l'amour, tout ça, ça va participer de la santé. Et donc, quand on est en souffrance, ben, c'est ça qu'il faut cultiver d'abord. Faire en sorte d'entretenir nos réseaux de santé. Or, quand on est en souffrance, quel est notre réflexe? Parce qu'en plus, on est dans une société où on aurait une certaine honte d'être en souffrance, ben, ce serait plutôt de se replier sur soi-même, de se couper. Quand les gens sont en deuil, ils finissent par se couper, par ne plus oser sortir parce qu'ils ont peur de gêner. Et donc, il y a des replis. Donc, il nous faudrait être capable, au contraire, quand les gens sont en souffrance, de multiplier les occasions de créer de la santé pour que les gens retrouvent le goût de vivre, plutôt que de leur dire ben, vous êtes en grande souffrance, ça va pas bien, et je vous rassure, on a une solution, ça peut être l'aide à mourir. C'est là où le raccourci est tragique. C'est qu'au lieu de faire les efforts de permettre aux gens d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vie désirable le plus longtemps possible, on en vient aujourd'hui à baisser les bras un peu tôt et à dire ben oui, on entend que vous souffrez beaucoup. Et si vous insistez, eh ben, on va se mettre à votre service et on va vous administrer une aide à mourir. Je ne dis pas que ça ne doit jamais être le cas. Les soldats savent qu'au front, parfois, ils achèvent un camarade d'armes, un frère d'armes, parce qu'il faut parfois abréger des souffrances. Ce que je discute là, c'est le fait que ça deviendrait une règle, une norme, quelque chose qui serait complètement dans le paysage. Et je rentre du Canada où j'étais la semaine dernière. Au Canada, au Québec en particulier, l'aide à mourir est devenue un soin. Ils appellent ça le soin. C'est dingue. C'est-à-dire qu'il y a un travestissement du langage, un travestissement, au-delà du langage, un travestissement des concepts, pour pouvoir faire passer la pilule, pardon, de la métaphore, mais on appelle ça un soin. Alors c'est une stratégie politique, parce qu'au Canada, c'est un État fédéral, le code pénal est du niveau fédéral, mais le code de santé publique est du niveau provincial. Donc le Québec pouvait légiférer, non pas au niveau pénal, et donc dépénaliser l'aide à mourir, il ne pouvait pas le faire, mais il pouvait changer le code de santé publique qui est du niveau provincial. C'est comme si dans nos régions, on avait un code de santé publique par région. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le soin, mais ils ont trouvé ça en fait une très bonne idée, d'appeler ça le soin, parce qu'on euphémise. Et quand on euphémise, on désamorce la puissance subversive du sujet. De la même manière que quand on dit aide à mourir, ça ne veut rien dire. Aide à mourir. Ben, les soins palliatifs, c'est l'aide à mourir. Non, il faudrait oser parler de suicide assisté ou d'euthanasie. Et le président de la République dit lui-même « Ah non, ces mots-là font trop peur, donc on ne va pas les utiliser ». Donc on est là encore dans une manière de ne pas responsabiliser la population. Sous prétexte que la population aurait peur, on n'utiliserait pas les vrais mots. Moi je pense qu'il faut au contraire utiliser les vrais mots pour que les gens s'emparent de ça, regardent en quoi ça fait peur et soient du coup en capacité d'apporter des réponses collectives, d'imaginer quelque chose. Il y a plein de sujets que je pose comme ça et puis on les évoquera après, mais la manière dont le mot de dignité, je vois Jacques Rico qui a énormément travaillé sur le sujet et qui nous a éclairé fondamentalement là-dessus, mais la manière dont le mot de dignité a été dévoyé dit quelque chose aussi de la dimension tendancieuse du débat.
ben, on est dans quelque chose d'extrêmement tendancieux. C'est normal, il y a des gens qui ont une vision et ils essayent de convaincre, d'emporter la mise. Le mot de liberté, qui a aussi été beaucoup travaillé finalement. Est-ce qu'on est libre quand on souffre? Est-ce qu'on est libre de dire j'ai choisi en pleine connaissance de cause quand on souffre? Non, puisque le discernement quand on souffre est par définition altéré. La souffrance prend toute la place. Hein? Ventre affamé n'a point d'oreille. Vous connaissez l'adage. Alors si quand on a faim, déjà on n'a pas d'oreille, mais alors quand on souffre dans son corps, on est évidemment incapable d'entendre autre chose que la souffrance. Donc, tout ça nous fait dire qu'en fait, il y a tellement de choses à mettre en place avant de légaliser l'aide à mourir, et ces choses-là n'ont pas été vraiment mises en place, puisqu'aujourd'hui, encore, une personne sur deux en France seulement bénéficie d'aide de soins palliatifs, et en plus, il y a encore 20 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc, imaginez que vous êtes, n'imaginez pas, vous êtes des citoyens, mais imaginez que vous êtes dans un département où on vous dit, ben non, chez nous, là, il n'y aura pas de service d'urgence. C'est pas possible, on n'a pas les moyens. On les a jamais développés. Donc si vous voulez un service d'urgence, vous allez faire 200 km parce que c'est dans le département d'à côté. Vous accepteriez ça, en tant que citoyen? Si on vous disait, ben non, il n'y a pas de service d'urgence, puis il n'y a pas de réanimation non plus. Bien sûr que non. Pourquoi est-ce qu'on accepterait qu'il y ait des départements dans lesquels il n'y a pas d'unité de soins palliatifs et on refuserait qu'il y ait des départements sans maternité, sans service d'urgence? C'est pas possible. Donc ça veut dire que la médecine de la fin de vie, elle est encore considérée comme une médecine de second niveau, et donc c'est une médecine optionnelle. Donc du coup, ça veut dire que l'aide à mourir, c'est pas optionnel, c'est un droit universel pour tous. Mais bénéficier de soins palliatifs, c'est optionnel. C'est s'il y a la place, s'il y a les moyens, s'il y a les équipes soignantes, et ainsi de suite. Et ça ne va pas, ça. On n'est pas juste sur un sujet de médecine, on est sur un sujet anthropologique où l'existence humaine se densifie au moment où la mort s'approche. Il y a quelque chose qui dépasse la technique médicale de très très loin. Je regarde l'heure parce que, oh mon Dieu, il est déjà 8 heures. Alors, du coup, vous voyez que tout ça, je ne fais que soulever quelques questions qui sont assez vertigineuses pour nous inciter à la prudence dans nos positions, pour nous inciter à regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voudrait chosifier l'être humain. Au lieu de le voir comme un être de vitalité capable de rebond, capable de sursaut, capable de faire des contre-pieds, c'est-à-dire même certaines personnes au moment du désespoir pourraient supplier que ça s'arrête et découvrir quelques jours ou quelques semaines plus tard qu'avec le bon soulagement, et bien finalement, elles retrouvent une certaine raison de vivre. Et ça, on l'accepte mal parce qu'en fait, il y a quelque chose de plus pervers. Alors là, je vais prendre un peu plus position. Pour l'instant, j'ai essayé de rester relativement objectif. Vous avez quand même senti que j'ai des convictions. Hein. Et j'ai essayé de vous poser plus de questions qu'autre chose, mais là, je vais être un peu plus affirmatif. Parce que nous sommes dans une temporalité qui nous engage collectivement, à savoir, nous avons de plus en plus de besoins. Des besoins par le vieillissement de la population, des besoins par le développement des maladies chroniques, des besoins par l'augmentation des maladies mentales et autres. Des besoins parce que la réanimation maintient en vie des gens qui, il y a 20 ans, auraient été considérés comme morts, que ce soit en néonatalité, que ce soit dans le grand âge. Voilà, les progrès de la réanimation sont absolument stupéfiants, au point que, on pensait à l'affaire Vincent Lambert, on sidérait en se disant, est-ce que c'est des gens qui vivent encore, est-ce que c'est, comme le dit Tristan Mengelhardt, est-ce que c'est des non-personnes humaines, enfin, on est perdu dans nos représentations. Des besoins qui augmentent. En regard de ces besoins, la puissance publique a consacré des moyens. Donc avec le développement des soins palliatifs, il y a eu des professionnels qui ont été formés, des unités qui ont été ouvertes, des crédits qui ont été consacrés, mais ça ne couvrait pas complètement les besoins. D'ailleurs, je l'ai dit, 1 sur 2 aujourd'hui encore seulement bénéficie de soins palliatifs. Donc ces moyens, ils ont essayé de rattraper la courbe des besoins sans parvenir à l'atteindre. Et on compensait par la présence des bénévoles, notamment, c'est-à-dire la réponse sociale, les aidants, les bénévoles, la proximité, pour apporter le complément d'accompagnement ou de soins, de sorte que la fin de vie soit aussi supportable que possible. Alors le problème, c'est que nous sommes dans un moment où les moyens
vont diminuer. Quoi qu'en dise le gouvernement, qui nous prévoit des plans pluriannuels de financement des soins palliatifs, les moyens vont diminuer parce qu'on ne sait pas remplacer les médecins qui ne sont pas là, ou les infirmières qui ne sont pas là. On est dans un moment de déserts médicaux, mais aussi de pénurie de la ressource soignante. Crise des vocations, épuisement, les métiers qui ont été focalisés sur les gestes techniques en les privant de la relation qui fait pourtant le carburant des soignants, ceux qui les nourrissent de l'intérieur et leur donnent envie de continuer, c'est aussi la relation et pas simplement la technique médicale. Donc, manque de soignants qui ne va pas pouvoir être remplacé rapidement, parce que l'intelligence artificielle, d'une part, ne remplacera pas complètement le soignant, mais elle n'est pas prête. Donc on a devant nous une dizaine d'années où on sait qu'on va avoir moins de soignants, moins d'accès à la santé. En même temps, diminution des moyens financiers. Quoi qu'on dise, le gouvernement, qui peut bien promettre aujourd'hui des centaines de millions consacrés aux soins palliatifs, mais en fait cette promesse ne sera pas tenue. Parce que pour des raisons d'arbitrage politique, on réorientera les crédits soit vers le budget de la défense, soit vers le budget de la sécurité en France, soit vers le budget de l'éducation, et donc le sujet de la santé, et surtout le sujet de la fin de vie, ne sera pas prioritaire budgétairement parlant. Donc il faudrait pour cela renforcer, si les moyens professionnels et financiers diminuent, ce qui est programmé, il faudrait renforcer la réponse de proximité, mobiliser davantage les familles, mobiliser davantage les voisins, mobiliser davantage le bénévolat, qui ne compense pas non plus complètement, mais au moins qui apporte cette qualité de présence. Et donc, si jamais on n'a pas cette ressource de proximité, je vous le dis, pardon, mais nous avons, je fais un petit encart, nous avons délégué pendant des décennies à la puissance publique le soin, le nôtre et celui de nos proches. Le système des EHPAD est un système délégataire. Les personnes âgées vivaient au domicile pendant des années. Aujourd'hui, on les fait vivre dans d'autres lieux parce qu'on ne veut plus les prendre chez soi. Parce qu'on dit qu'on a sa vie privée, parce qu'on a sa vie professionnelle. Il y a des raisons pour ça. C'est pas une manière de jeter les lieux aux orties. C'est pas ça. Mais en tout cas, nous avons compté sur la puissance publique pour prendre à sa charge, c'est-à-dire avec nos impôts quand même, des situations de santé qui avant étaient traitées dans le cadre de la famille ou du village. Donc il va falloir revenir à ça, puisque la puissance publique n'aura plus les moyens de prendre ces gens en charge. Donc soit nous investissons collectivement dans nos familles pour nous occuper de nos proches, et il va falloir pour ça aussi monter un peu en compétences, parce qu'il y a des gestes qu'il faut apprendre, les aidants apprennent des tas de gestes, ils apprennent à nettoyer des canules, ils apprennent à mobiliser leurs proches qui doivent être mis sur un fauteuil roulant, ils apprennent à respecter les traitements qui ont été prescrits, ainsi de suite. Ils apprennent à dialoguer avec les médecins, avec les infirmières, avec les compagnies d'assurance, avec le banquier, avec les municipalités. Voilà. Aujourd'hui, les dents, au Cercle Vulnérabilité et Société, on a fait tout un travail sur les dents et on dit que les dents, c'est un manager de PME. C'est un manager de PME. C'est un entrepreneur. Et donc, en plus, il a des compétences qui devraient pouvoir être bénéfiques pour le tissu socio-économique. Pour l'instant, on n'en fait rien, mais on travaille. Donc, soit on est d'accord collectivement pour dire, ben, finalement, la fin de vie, la maladie, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste l'affaire du CHU, c'est pas juste l'affaire des EHPAD, c'est l'affaire de tous. Et si jamais on ne va pas dans cette direction-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Les besoins augmentent, les moyens diminuent, la réponse sociale stagne, voire diminue. Et là, vous avez un vrai problème, c'est une équation mathématique. La seule réponse possible, c'est l'euthanasie. C'est-à-dire que l'euthanasie devient la variable d'ajustement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne répondez pas par des moyens appropriés à la souffrance des gens, leur quotidien va devenir invivable, et d'eux-mêmes, ils vont réclamer la mort. Et plus ils sont dans des manques de prise en charge, médicale ou affective, plus ils réclameront la mort. Et donc, le cercle est tellement vicieux qu'une fois qu'on aura légalisé l'aide à mourir, eh bien, en plus à la demande des personnes elles-mêmes, puisque c'est comme ça que le texte de loi est rédigé, on n'aura plus besoin de consacrer autant de moyens à notre système de santé. Alors on va pouvoir faire des économies et réorienter les crédits par ailleurs. C'est très cynique, mais c'est très mathématique ce que je suis en train de vous décrire. C'est juste mathématique. D'accord?
quand je rencontre les ministres de la Santé, parce que par les travaux que je mène, je suis amené à les rencontrer de manière assez régulière, à chaque fois j'ai posé la question. J'ai demandé à Mme Vautrin, j'ai demandé à Mme Firmin Lebaudot, je leur ai dit, mais donnez-moi les hypothèses de calcul de Bercy. À combien les fonctionnaires du ministère des Finances ont évalué l'économie réalisée par l'aide active à mourir et à combien ont-ils évalué le coût de l'aide active à mourir, coût des produits, coût des établissements, coût de la formation des professionnels pour faire les bons gestes. Donnez-moi les hypothèses calculées. Les deux, me disent, Monsieur Châtel, vous n'y pensez pas, enfin c'est pas du tout le sujet, vous allez nous soupçonner d'avoir une vision utilitariste, mercantile, mais c'est pas du tout le sujet, enfin vraiment c'est une insulte que vous me faites en pensant que derrière il pourrait y avoir un calcul économique. Quand vous voyez que les gens réagissent comme ça de manière un peu épidermique, vous dites que vous avez touché le point sensible, ça marche bien. Alors je me calme et je dis, mais pas du tout, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, je suis pas en train de questionner votre intention. Je suis en train de vous dire que vous avez des services ministériels qui devraient faire leur travail et que face à tout projet de loi, n'importe quel projet de loi, les services de Bercy doivent évaluer ce que ça coûte et ce que ça va économiser. C'est leur métier. Donc si ça n'a pas été fait, ça veut dire que ce sujet-là ne vous intéresse pas. Ça veut dire que donc vous êtes dans une idéologie. Vous voulez faire passer une vision de la vie, de la mort, du soin et de l'être humain avant un pilotage pragmatique des politiques publiques. Mais oui, mais vous êtes ministre, c'est votre métier de... Alors, autant vous dire qu'on ne se parle plus trop depuis... Bon, c'est bizarre, hein, mais, donc, voilà. Ce que je voudrais que vous ayez bien à l'esprit, c'est que le sujet ne mérite mieux que des oppositions dogmatiques, du pour ou du contre. Parce qu'à chaque fois, derrière, c'est quand même des situations de vie. Que ce soit la personne gravement atteinte de SLA qui n'arrive plus à respirer et qui réclame, et on peut l'entendre, que sa vie s'arrête. Comment est-ce qu'on organise ça? Je ne sais pas encore. Mais si on légalise ça pour lui, on va le légaliser de fait pour plein d'autres personnes derrière, et pas simplement pour ce type de pathologie, mais pour plein d'autres, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont réclamer le même droit, l'égalité de droit. Mais on peut entendre que le sujet est un sujet réel, un sujet qu'il faut considérer avec le plus grand sérieux, parce qu'il y a des gens qui souffrent. La personne âgée dans son EHPAD, peut-être qu'en sortir du fait qu'elle a peu de visites, et on l'a bien vu pendant le Covid, elle a même été mise à l'isolement avec des syndromes de glissement qui se sont développés, provoquant par la suite des deuils pathologiques chez les proches, et ainsi de suite. Donc il y a des effets en cascade qui sont dramatiques. Mais la personne qui rentre en EHPAD, elle peut dire, voilà, je n'ai pas envie d'être là, j'ai quitté mon domicile, et ben avant de quitter mon domicile, avant de rentrer en EHPAD, et au moment où je quitte mon domicile, je préférerais une euthanasie maintenant. Dès lors que vous ne permettez plus aux gens d'avoir une perspective d'une vie qui mériterait encore d'être vécue, parce qu'il y aurait des points positifs, des points qui apportent du plaisir, du sens. Donc on est sur quelque chose qui ne peut pas être cadré, qui ne peut pas être contenu, qui va forcément déborder. Et donc il y a ce sujet, moi je peux entendre que la demande, je peux entendre la demande d'euthanasie, et en tant que bénévole, on m'en a adressé assez souvent. Mais je ne peux pas, je prends position personnellement, entendre que la réponse qu'on apporterait à quelques-uns serait limitée à ces quelques-uns, je n'y crois pas un seul instant, et du coup risquerait de concerner des gens qui aujourd'hui, auxquels on serait même tenté de ne pas accorder les efforts suffisants pour qu'ils aient une vie qui mérite d'être vécue. Et donc ça pourrait nous engager à un moindre effort. Et ça, c'est pas éthique. Ça pourrait nous engager à un désengagement. Ça, c'est pas éthique. Donc, c'est ces sujets-là qui, aujourd'hui, me questionnent, avec, en plus, parce que je voudrais qu'on ait ça en ligne de mire aussi pour y penser, le fait qu'on n'a pas évoqué la violence que ça représente sur les soignants que de les convoquer sur ce geste-là. Qu'est-ce qu'on leur demande exactement? On leur demande d'être dans une espèce d'ambivalence, où d'un côté, on leur demande de soigner, puis même de trahir un serment qu'ils auraient posé, en posant un jour un geste anodin, diraient les Québécois, qui serait de donner la mort et qui serait présenté comme un soin, le dernier soin, le vrai soin d'amour, presque. Voyons, on pourrait aller jusqu'à ce genre d'habillage. Donc il y a là, j'ai évoqué la souffrance des proches, il faut penser à la souffrance des soignants, il faut penser à des occasions ratées de soulager les personnes, et puis il y a un autre aspect sur lequel je veux terminer, c'est que les soins palliatifs aujourd'hui, qui sont très très compétents, très bien développés, même s'ils ne sont pas disponibles partout, n'ont pu se développer avec ce niveau de qualité que parce qu'il y avait l'interdiction de donner la mort.
Si nous avions légalisé l'euthanasie comme le demandait Gaillavet dans les années 70, eh bien dans ce cas-là, nous n'aurions jamais consacré les budgets recherche, les budgets formation, l'inventivité dans les nouvelles molécules, dans l'art d'accompagner. Nous n'aurions jamais fait tous ces efforts qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un patrimoine d'accompagnement de la famille qui a une vraie valeur. Non, nous aurions été très rationnellement vers la solution la plus immédiate et la moins coûteuse. Donc, si les soins palliatifs ont atteint ce niveau de finesse aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas transgressé. Donc tout ça mérite d'être en permanence, à mon avis, porté à l'esprit pour que nous ne cédions pas à la tentation de binariser le débat, à la tentation de rester sur la dimension émotionnelle de un tel vit. Ma voisine, je croise ma voisine samedi au déjeuner, avant le déjeuner, elle me dit, écoute, qu'est-ce que tu penses de la loi? Je lui dis, pourquoi tu me poses des questions? Elle me dit, bah parce que mon beau-frère est atteint de SLA, c'est horrible, il demande la mort tout le temps, donc il serait temps qu'on ait une loi, il serait temps qu'on ait une loi. Et j'entends ça. Mais on ne va pas faire une loi à cause du beau-frère de ma voisine. Vous voyez, le diable est dans les détails. Et on ne peut pas non plus ne pas répondre au beau-frère de ma voisine. On ne peut pas lui dire, bah oui, mais toi ton cas ne compte pas parce que tu es un individu et que nous, on s'intéresse au collectif. Donc nous n'avons à ce jour, à mon avis, pas les réponses suffisantes pour pouvoir adresser ces situations. Et je terminerai, ça fait 3 fois que je dis que je vais terminer, mais j'ai quand même un esprit d'escalier un peu incontinent, pardonnez-moi. Il nous faut accepter que nous vivons, que la vie humaine comporte sa part de tragique. Sa part de tragique. Et ça, c'est des choses qu'on a escamotées. Il nous faut réhabiliter Antigone, il nous faut réhabiliter Sophocle, il nous faut remettre dans nos vies que les sociétés modernes ne sont pas celles qui ont évacué le tragique, mais celles qui sont capables de le traverser, de lui donner du sens. Et le tragique, eh bien, c'est qu'il y a toujours de la souffrance, et il n'y aura jamais de bonne solution. Et Antigone va choisir, mais elle va devoir renoncer à l'une, et même risquer en faisant un autre choix. Ben, la maladie de personne, c'est toujours une chose tragique. Tant qu'on peut la guérir, eh bien, on a l'impression qu'on passe à côté du tragique, mais lorsqu'on ne peut plus la guérir, on reste encore dans le tragique. Et même les vies bien accompagnées sont tragiques, et même les vies mal accompagnées sont tragiques. Ça devrait faire partie des choses qu'il nous faut réhabiliter dans notre société, c'est cette fréquentation avec le tragique. Alors en plus, je termine sur un mot, excusez-moi, voilà. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. C'est la parole. Ça va, vous l'entendez? Merci beaucoup pour cet exposé qui replaçait le débat et ce qu'on entend aujourd'hui dans un contexte plus large et avec plein d'éléments. On vous propose maintenant, s'il y en a qui souhaitent poser des questions à M. Sautel, de lever la main et on va se déplacer avec le micro. C'est exactement le moment pour approfondir le sujet. Vous avez vu, j'ai essayé de faire une trame large et maintenant on peut approfondir les questions. Bonjour, merci. Vous avez dit, monsieur Tanguy-Châtel, nous devons inventer une approche qui n'existe pas. J'ai envie de dire, il est trop tard. Non, je ne crois pas qu'il est trop tard. La loi va peut-être être votée. Cette loi, elle a aussi un avantage, c'est qu'elle est réversible. À la différence d'autres lois qui donnent des droits définitifs, je penserai par exemple à la loi sur le mariage pour tous, le mariage homosexuel, ça c'est irréversible parce que quand vous allez marier des gens, vous n'allez pas les démarier. En revanche, le droit à l'aide à mourir, à un moment donné, on peut décider dans une société qu'on va trouver autre chose et donc on va abolir ce droit, comme la peine de mort a pu être abolie. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'une loi serait votée maintenant qu'on serait dans un chemin irréversible. Ce qui n'existe pas, ce qui a existé, c'est la possibilité d'accompagner les gens sans tellement de médecine. Ça, c'était jusqu'au 19e siècle. Donc on accompagnait comme on pouvait avec des remèdes de grand-mère ou avec les rudiments de la médecine de l'époque. Et ce qui a existé ensuite, c'est le fait de tout médicaliser, jusqu'à oublier la relation. Et je pense qu'on est exactement dans ce point d'exigence aujourd'hui, c'est comment articuler les deux. Comment nous donner dans notre société moderne les moyens les plus aboutis de la science et en même temps les moyens les plus aboutis de l'accompagnement humain. Vous voyez, arriver à articuler et l'humanité et la technique au service
de l'accompagnement des familles. Ça n'a jamais existé à ce niveau-là dans l'histoire de l'humanité. Parce que la science n'a jamais été aussi aboutie, et parce qu'en revanche, il y a besoin de réinjecter maintenant quelque chose de l'ordre de l'humain. C'est le modèle des soins palliatifs, avec la capacité de mettre de l'accompagnement au cœur de l'acte. Donc ça, c'est des choses qu'on peut inventer, et il me semble qu'il y a des marges de progrès qui sont assez conséquentes. Voilà. C'est pour vous dire que ne désespérez pas, l'histoire est encore à écrire. Elle n'est pas finie d'être écrite. Et puis, pardon, je rebondis encore, mais vous avez peut-être senti, pour ceux qui s'intéressent à l'actualité, que entre la manière dont le texte a été proposé à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, la manière dont le texte est sorti de la Commission des affaires sociales, c'est-à-dire dans une version beaucoup plus extensive, beaucoup plus libertaire que celle du départ, et puis la manière dont lors des premiers débats, eh bien, il y a eu des atténuations, il y a eu des infléchissements, et on a senti qu'il y a des députés qui se disaient mais ça va trop loin cette affaire, en fait. Ils n'avaient pas senti, ils n'avaient pas perçu que la Commission avait produit un texte qui était aussi libertaire. Ben, c'est à peu près la même chose que lorsque M. Trump dit qu'il va envahir le Canada. Au lieu de soumettre les Canadiens, il provoque une réaction en disant « J'étais au Canada, j'ai vu des t-shirts partout, marqué « Canada is not for sale ». Le Canada n'est pas à vendre. Ils en sont très fiers. Donc ça veut dire que même les députés peuvent avoir une réaction de rejet en se disant « Mais en fait, on découvre que ce texte va beaucoup trop loin et donc on va résister ». Et c'est ce qui est en train de se passer parce que il ne vous a pas échappé que plusieurs voix se sont prononcées en disant « On n'est même pas sûr que cette loi sera votée avant la fin du quinquennat de M. Macron ». Ça, je ne l'entendais pas il y a 6 mois. Maintenant, je l'entends. Merci de votre exposé. Si on retourne un petit peu en arrière, dans la génération de nos parents, de nos grands-parents, c'était la cellule familiale qui en fait servait, générait ou permettait d'accompagner justement ces patients en fin de vie. Et personne n'en parlait parce que c'était tout à fait naturel. Et c'était un sujet qu'on abordait à l'époque parce que c'était ainsi, ça se faisait dans les familles, dans les villages. Aujourd'hui, les cellules familiales sont dispersées géographiquement. À l'époque aussi, souvent, l'un des membres du foyer ne travaillait pas et pouvait prendre soin de la personne en fin de vie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et quand on parle de mobiliser les familles, c'est quand même beaucoup plus difficile à imaginer. Comment faire pour mobiliser les familles alors que justement les cellules familiales sont géographiquement dispersées? Et quels moyens peut-on mettre à leur disposition? Imaginons même qu'on puisse le faire, donc il faut un accompagnement psychologique, ça ne s'improvise pas. Imaginons qu'on puisse le faire. Le jour où, par épuisement, la cellule familiale ne peut plus faire face, il faut donc à ce moment-là que le patient soit envoyé dans une unité de soins palliatifs. Et cette rupture de la cellule familiale vers les soins palliatifs peut provoquer aussi une situation de rejet, avec des conséquences sur la psychologie de la personne en fin de vie. Ça ne paraît pas facile à résoudre et je ne trouve pas la solution à cette équation en entrée multiple. Dommage, parce que si vous l'aviez trouvé, j'aurais été preneur. Non, évidemment, c'est une équation très complexe. Je ne suis même pas certain qu'on puisse la trouver à court terme, mais en tout cas, je pense que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse tous ensemble. Le système aujourd'hui, c'est mathématique, n'est plus tenable tel qu'il est. Nous avons atteint un taux d'endettement au niveau international qui ne nous permet plus d'avoir des marges de manœuvre. Nous avons cette pénurie de soignants, et pas simplement la pénurie de soignants, on a une pénurie de pharmaciens, on a une pénurie de travailleurs sociaux, comme on a une pénurie d'enseignants à l'école. Voilà. On est dans un contexte où on se rend compte qu'il y a des différents métiers qui étaient des métiers vocationnels et qui ne le sont plus. Donc, en première analyse, on pourrait se dire, ben ça va plutôt augmenter mécaniquement le nombre de demandes d'euthanasie. Donc c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il faut inventer une réponse sociale. Alors qu'est-ce qui pourrait la favoriser, cette réponse sociale? C'est de repenser le rapport au travail, d'une manière. Alors il y a eu des choses qui ont été émises à une certaine époque, je ne les ai pas encore trouvées complètement convaincantes, mais il va falloir repenser la famille ou le domicile comme étant des lieux qui peuvent produire de la richesse, pas simplement en termes de PIB, mais peuvent produire de la cohésion sociale dans un moment où on est aussi très inquiet de voir nos sociétés en délitement. Donc il va falloir réinjecter dans notre
le système économique du socio, et pour pouvoir penser quelle est la société vivable qu'on veut. Au chapitre des bonnes nouvelles, le bénévolat se porte très bien. Le bénévolat se porte très bien, et pas chez les personnes retraitées, qui était classiquement le vivier dans lequel les associations allaient chercher du bénévolat, mais chez les jeunes et chez les actifs, qui ne trouvent plus dans leur activité professionnelle suffisamment de sens, ce qu'on appelle le bore-out, c'est-à-dire le désengagement. Quand je travaille avec des cercles de chefs d'entreprise, ça fait partie de mes activités. Leur problème quotidien, c'est recruter et fidéliser. Donc il y a des gens qui aujourd'hui préfèrent travailler moins pour pouvoir aller faire des activités de bénévolat et trouver du sens, trouver de la nourriture. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Si vous êtes dans un métier qui vous assèche, à un moment donné, moi ça m'est arrivé, c'est comme ça que j'ai fait du bénévolat, je l'ai fait en plus de mon métier. Donc le bénévolat se porte bien, et pas simplement le bénévolat associatif, mais le bénévolat de proximité. Bénévolat de proximité au sens informel, les petits services que les gens se rendent. Donc il va falloir revenir à des vies de quartier, à des vies de territoire, des choses que je travaille aussi avec la Caisse des dépôts et consignations, dont c'est le cœur de métier. Comment est-ce qu'on va revenir à des échelles qui soient vivables? Peut-être que l'écologie va nous y aider, parce que les villes vont devenir de plus en plus difficiles à vivre. Donc, au lieu d'avoir des gens qui vont être éparpillés avec comme première préoccupation leur carrière professionnelle pour pouvoir consommer des biens dont ils n'ont pas forcément totalement besoin, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont d'eux-mêmes, comme on l'a vu un peu après le Covid, vouloir revenir à des modes de vie un peu plus simples. J'espère ne pas être naïf en pensant ça, mais j'observe que chez les plus jeunes, c'est assez fréquent d'entendre ça comme message. Donc l'appétit économique, la réussite sociale, aujourd'hui, sont des moteurs moindres qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc on ne va pas organiser ça, je ne sais pas comment politiquement on peut organiser ça, mais on peut l'accompagner, faire en sorte que les gens qui travaillent chez eux soient reconnus aussi, enfin qui s'occupent de leurs proches, soient reconnus pour la valeur économique ou pour l'économie qu'ils font faire au système de santé. C'est tout ça qu'il faut envisager dans une perspective macroéconomique. Je n'ai pas les clés pour l'instant. J'observe simplement que les systèmes de valorisation qui existaient il y a encore 20 ans ne font plus autant de recettes, que les gens s'en détournent. Ils cherchent de la valeur ailleurs. Et ils cherchent de la valeur notamment dans l'expérience humaine, dans l'expérience relationnelle, parce que c'est là où ils se sentent vivants, pas simplement survivants, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des frémissements. J'ai quand même tendance à penser que l'humanité ira là où elle sent qu'il y a de la vie qui se vit et qui se partage. Et pas de l'épuisement. Les burn-out sont aussi une épidémie. 2 millions de personnes en burn-out en France. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, même les plus engagés, parce que c'est les plus engagés qui font des burn-out, on est en train de cramer nos meilleures ressources. Oui. Donc notre équation socio-économique, elle est devenue mauvaise. Il va falloir injecter d'autres éléments dedans. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Vous avez la solution, mais nous pouvons l'avoir, et nous l'aurons. Je pense que nous l'aurons, parce que l'humanité n'est pas suicidaire globalement. On va prendre une ou deux dernières questions. Merci pour votre exposé extrêmement clair et compétent. Alors, donc ça marche. Parce que vous nous avez dit, c'est vrai, on a tous peur que la loi soit pratiquement passée. Or, on sait l'importance maintenant des médias. Alors, j'ai deux questions. Premièrement, qu'est-ce que nous, en sortant d'ici, on peut faire? Parce que moi, je suis convaincue, comme vous, depuis très longtemps, je milite sur les réseaux sociaux multiples, tous les jours, pour cette cause, entre autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Et deuxièmement, quels sont les médias qui ont accepté de vous faire parler, de vous écouter? Parce que là est le mieux peut-être pour enrayer cette progression vers la loi qui va passer. Et ça peut passer. Ça peut passer, mais l'agenda est assez long, hein, parce que si ça passe maintenant à l'Assemblée, il faudra que ça aille au Sénat à l'automne, lequel ne va pas voter dans les mêmes termes, puis ils ont
a priori décidé de ne pas passer par la commission mixte paritaire, donc ça reviendrait à l'Assemblée nationale au printemps suivant, pour éventuellement revenir au Sénat à l'automne suivant. Ça s'appelle la navette et ça peut prendre encore un certain temps. C'est ça qui leur fait dire que ça sera peut-être pas prêt avant la fin du quinquennat de Macron, lequel imagine qu'on pourrait faire un référendum sur un sujet dont je vous ai quand même montré qu'il était relativement complexe. Donc c'est possible, peut-être techniquement, mais c'est même pas sûr juridiquement. Il y a des juristes qui s'opposent à ça. Pour répondre à votre question, eh ben, les médias, moi je trouve qu'ils ont énormément progressé. Quand je voyais la manière dont le sujet était traité il y a 20 ans, c'était une caricature, c'était binaire, c'était la veuve et l'orphelin, il faut que ça cesse, voilà, c'était que ça. Et je vois que des médias, alors il y a des médias qui étaient déjà sensibilisés à ce sujet depuis très longtemps, pour la presse écrite, je pense au Figaro, je pense à La Croix, par exemple, mais on va dire que c'est plutôt des médias de droite. Attention à ne pas droitiser le sujet, ça n'est pas un sujet de droite contre une gauche progressiste. Hein. J'en connais qui ont écrit l'euthanasie est-elle de gauche. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'est pas un sujet du tout politique au sens politicien. J'ai vu que des médias de gauche changeaient. Le monde a changé sur ce sujet-là, en donnant une parole beaucoup plus ouverte. Libé a changé aussi, un petit peu moins, mais quand même, il a changé sur ce sujet-là. Donc, je trouve que, parce qu'il y avait cet interdit de donner la mort, les journalistes ont été creusés leur sujet. Si on avait, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, légalisé très vite l'euthanasie, les journalistes n'auraient jamais fait l'effort de se documenter à fond. Et plus ils ont cherché à se documenter, plus ils ont découvert que le sujet était complexe. Et qu'en plus, les conséquences pouvaient être tout à fait désastreuses. Et qu'en plus, comme on a tardé, nous, à légaliser, d'autres se sont mis à légaliser plus vite que nous, comme le Canada, ou l'Espagne, par exemple. Et là, au Canada, on observe des effets qui sont, je ne vais pas vous pourrir votre nuit, mais c'est des effets qui sont tout à fait pathétiques, pour ne pas dire tragiques, notamment avec l'effondrement des soins palliatifs au Canada. L'effondrement. Voilà. L'effondrement de la compétence en soins palliatifs. Les jeunes médecins ne se forment pas aux soins palliatifs aujourd'hui. Ils prétendent qu'ils sont compétents, mais en fait, non. Donc, voilà, la presse est en train de changer, les réseaux sociaux sont devenus le principal vecteur d'information plus que la presse écrite, hein, ça c'est pour les vieux schnocks comme moi, et les réseaux sociaux, eh bien, on n'a pas saisi globalement les réseaux sociaux, mais il y a quand même des gens qui ont réussi à faire vaciller. Le sujet aujourd'hui n'est pas de convaincre de manière ferme tellement le sujet est vacillant et complexe, mais le sujet c'est comment est-ce qu'on introduit le doute, comme l'a dit Jean-Luc, comment on introduit le doute dans la tête des gens pour qu'ils se disent, comme disait Montesquieu, il faut changer les lois avec une main qui tremble. Voilà, il faut changer les lois avec une main qui tremble. Donc à chaque fois que nous pouvons instiller le doute, nous sommes gagnants. Plutôt que de rentrer dans « non mais c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire », ou « la vie est sacrée », ou « le bon Dieu a dit ceci », voilà. Ça marche pas. Ça va convaincre que les convaincus. Voilà. Donc il faut aller saisir les gens qui sont dans un entre-deux et leur instiller le doute. Ben, le doute, si vous le partagez et si vous questionnez, là, il y a des choses qu'on peut faire. Parmi toutes les questions que j'ai soulevées, vous n'êtes pas obligé de toutes les retenir parce qu'elles sont trop nombreuses. Hein, mais il y en a quelques-unes quand même que vous peut-être sur lesquelles vous avez accroché et qui vous permettent d'aller voir les gens de votre entourage. Je crois beaucoup à la propagation des idées par la proximité plus que par les tribunes, hein, par le témoignage plus que par les grands discours. Et si vous allez discuter avec des gens, vous prenez le risque, en fait c'est une prise de risque d'aller poser le sujet en famille, d'aller poser le sujet au travail, d'aller poser le sujet dans nos environnements associatifs, en disant mais est-ce que vous avez vraiment pris le temps de réfléchir à tout ça? Et qu'est-ce que vous pensez? Vous sélectionnez dans tout ce que j'ai dit un truc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous croyez que c'est tenable? Et, voilà. Et ça instille le doute, et dans le doute, abstiens-toi, dit l'autre. Voilà. Ça n'exclura pas qu'il y a des lobbies qui sont extrêmement mobilisés aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose de l'ordre d'un combat. C'est un combat, on est en République, c'est un combat qui se traitera par la voie démocratique, heureusement. Hein. Mais notre art, je crois, c'est comme le fait une de mes amies là en ce moment, dont le mari est atteint de l'Optin syndrome depuis 25 ans. Peut-être que vous la verrez sur les réseaux sociaux parce qu'elle a mis en ligne une vidéo qui circule énormément. Elle s'appelle Magali et son mari s'appelle Cyril. Et voilà, et Cyril, il est en état de l'Optin syndrome donc depuis 25 ans. Il bouge un œil, il bouge un pouce. Magali est à ses côtés et ils ont une histoire extraordinaire. Et j'ai le privilège que ce soit des amis proches. Et
bien, je les connais bien tous les deux, ça fait vaciller. Ça fait vaciller quand quelqu'un dont on dirait, mais sa vie c'est une vie de légumes, vous voyez l'expression déjà malveillante, hein, et en fait vous découvrez qu'ils ont agrandi leur vie. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, Cyril a eu un accident de voiture, il était polytechnicien, il a eu un accident de voiture qui l'a laissé en état de végétatif chronique pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il y a une infirmière qui a trouvé un protocole de communication qui le lui a apporté. Et la première chose qu'il a dit, qu'il a fait écrire, c'est « Je suis vivant, je veux vivre ». Et parce que depuis 7 ans, il entendait autour de lui des proches, des médecins qui disaient « C'est pas une vie, c'est un légume, enfin, si on avait les moyens, on lui abrégerait ses souffrances, et ainsi de suite ». Et comme Cyril est très croyant, il a emmené des gens à Czestochowa, puis à Lisieux, puis à Rome. Moi, je faisais partie de plusieurs de ces voyages, et à Rome, on était 400. Il a voulu rencontrer le pape, il a pu rencontrer le pape. Puis après, il a été sur le chemin de Saint-Jacques alors qu'il bouge un œil et un pouce, et il communique sa joie de vivre et sa fureur de vivre. Il a une fureur de vivre, et Magali avec lui. Donc voilà, vous verrez leurs témoignages sur les réseaux sociaux parce que ça circule pas mal en ce moment. Mais quand vous avez des gens comme ça qui démolissent l'image que ce type de maladie, c'est la pire chose au monde, et que vous ne pouvez pas mettre en doute leurs paroles parce que c'est du vécu, c'est pas des idées. Quand vous avez Olivier Goua qui est atteint de la SLA et qui est un ancien entrepreneur et qui est aussi extrêmement médiatisé maintenant sur les réseaux sociaux, voilà, une personne suffit à introduire quand même le doute, mais on ne convainc pas les gens qui ne veulent pas être convaincus. Alors, je crois qu'on a largement passé l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière question courte? Bon. Et une réponse courte, surtout. Et une réponse courte. François, moi j'ai juste une question courte pour vous. Pensez-vous qu'avec l'évolution de la loi, les soins palliatifs soient en danger? Oui. Oui. Ils sont en danger de mort. Donc ne nous y trompons pas, on nous fait croire que les soins palliatifs et cette loi sont compatibles. Les soins palliatifs sont en danger de mort parce que pourquoi est-ce que la puissance publique irait investir autant d'efforts dans la formation et dans le financement alors que l'opinion publique se serait accordée avec l'idée que c'est normal une aide médicale à mourir. Au Canada, les soins palliatifs sont en train de mourir. La maison Michel Sarrazin, que je connais bien, et qui était une maison emblématique à l'équivalent de la maison de Nicodème ou de Jeanne Garnier à Paris, eh bien aujourd'hui a perdu l'essentiel de ses compétences en matière de soins palliatifs. Il y a quelques maisons qui résistent encore, mais elles sont plutôt l'exception. Et donc, il y a quelque chose où les soins palliatifs vont devenir juste des soins de soulagement des douleurs. Et tout l'effort mis pour l'accompagnement, qui demande du temps, le temps c'est de l'argent, et en plus c'est du luxe aujourd'hui, tout l'effort mis pour l'accompagnement, pour tout ce qui est le suivi psychologique, social, spirituel, affectif, tous les efforts mis en place autour de l'art-thérapie, par exemple, toutes ces approches alternatives qui font la sève des soins palliatifs, tout ça n'aura plus de raison d'être, parce que c'est trop complexe, parce que c'est trop coûteux, et parce que la population aura beau dire qu'il y a une solution qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Voilà. Donc il y aura toujours des soins de soulagement de la douleur, mais les soins palliatifs tels que nous les connaissons dans leur dimension globale de la personne et de la souffrance, dans la dimension globale de l'environnement de la personne, dans la dimension globale de tous les corps de métier qui sont mobilisés autour de l'accompagnement. Vous voyez, c'est pour une personne qui souffre, c'est des dizaines de personnes qui s'investissent autour et qui inventent un art d'accompagner la fin de vie qui est d'une richesse inouïe. C'est comme si vous disiez que finalement, on va en rester, si je prends une métaphore musicale, à la partita, c'est-à-dire la manière dont un instrument de musique joue seul, alors qu'on a les moyens d'avoir l'orchestre. Et bien c'est l'orchestre qui risque de disparaître, et on risque d'avoir des professionnels qui vont juste jouer la partita des soins de soulagement des douleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet exposé. J'espère que voilà, vous en retirez que c'est un sujet complexe qui demande beaucoup de réflexion. Ce que je retiens quand même dans votre exposé, c'est que rien n'est écrit, tout reste à construire.
et que la solution, elle vient de nous tous, qui êtes présents. Alors peut-être que votre rôle aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de, en repartant, de parler de ce que vous avez entendu ici, de parler de la maison Nicodème et de dire que à ceux qui se questionnent sur cette loi, qu'il y a des solutions qui existent déjà et qu'il faut peut-être les pérenniser et les développer. Ça va. Voilà. Donc encore un grand merci à tous. Un grand merci à tous, un grand merci à tous.